Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis avec Damien Hofschier et avec Benjamin Rolland. Bonjour. Tous deux donc de Bigger Inside. Vous avez été trois cofondateurs en fait d'une entreprise qui fait de la réalité virtuelle mixte. C'est-à-dire que non seulement vous avez la partie casque de réalité virtuelle, mais en plus de ça, vous avez mis au point en fait une technologie où quand on touche un mur dans le jeu, en réalité, c'est un vrai mur que vous avez mis en place ou que vous exploitez. Et à côté de ça, vous avez le laser game à Odysseum, où vous avez un partenariat où en fait on peut tester une version plus légère en fait finalement de ce dispositif. Où on peut faire du laser game en réalité virtuelle. Voilà, tout à fait. C'est une expérience qui s'appelle Holybots Rising et dans lequel, alors c'est un hero shooter. Donc pour ceux qui se demandent, un hero shooter, c'est un jeu dans lequel on choisit un personnage qui a certaines capacités particulières, des pouvoirs, on pourrait dire, et on va s'affronter équipe contre équipe dans le but d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et comme tu l'as si bien dit, effectivement, ça se passe au laser game d'Odysseum. Donc qui dit laser game dit grand espace dans lequel on peut se déplacer librement. Donc en l'occurrence, on a à peu près un terrain de jeu qui fait approximativement 200 mètres carrés. Et dans lequel on peut jouer en équipe 4 contre 4. Oh, c'est assez impressionnant, me tarde de le tester d'ailleurs. Faudra qu'on en discute de ça, d'une date. Avec plaisir. Mais effectivement, il y a une notion qui est intéressante, c'est que on a déjà parlé ensemble de l'évolution finalement de la réalité virtuelle avec le casque, avec votre façon en fait de prendre en main cette technologie. On a discuté justement vis-à-vis du hero shooter que vous avez fait de la partie conception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les messages affichés soient clairs, que on comprenne, que les gens ne soient pas désorientés, etc. Mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est notamment, il me semble que vous êtes en 2014 quand vous posez la première fois la question de la réalité virtuelle. Tout à fait, oui. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé ? Justement, c'est quoi le moment où vous dites viens, on prend un casque. Vous avez l'objet lui-même, mais est-ce qu'il y a un jeu en fait à ce moment-là qui vous fait vous dire en vrai, on pourrait faire un jeu là-dessus, ce serait incroyable. Alors c'est vrai que quand on s'est posé la question, il n'y avait pas encore de killer apps ou de jeux vraiment qui marquaient la VR, puisque c'était, comme on disait, au moment du Kickstarter de l'Oculus Rift, d'Oculus VR, et donc il n'y avait pas d'écosystème jeu VR à ce moment-là, puisqu'en fait c'est finalement l'arrivée de l'Oculus Rift qui a relancé la dynamique. Et des studios qui ont débarqué, qui ont sorti par exemple Eve Valkyrie après coup. D'ailleurs, bon, ça leur a coûté un petit peu cher et donc ils ont fini par couler parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Donc il a fallu attendre un petit moment. T'avais beaucoup de petites expériences. On en avait testé avec Damien notamment chez lui, une petite expérience horrifique, on va dire. Mais ça a duré quelques minutes. C'était plus des expériences qui te montraient ce que tu peux finalement faire avec un casque de réalité virtuelle. Donc là, tu étais dans la peau d'un enfant dans un lit, dans ta chambre, et tu as vu une espèce de Gollum effrayant qui se cachait un peu partout, qui grimpait sur les murs et qui, évidemment, comme on sait où tu regardes avec le casque, il se débrouillait pour te le faire apparaître toujours dans l'angle mort de ton champ de vision, et ce qui donnait des bons petits frissons quand même. Même si à l'époque, en plus, graphiquement, c'était vraiment pas dingue, surtout comparé aux jeux PC classiques qui existaient. C'était pas le visuel, mais l'ambiance sonore et le fait d'avoir justement ce côté, on sait où tu regardes, donc on va justement faire exprès de le faire apparaître à des endroits qui vont faire que tu vas vraiment flipper. Et en plus, comme t'es glissé dans un lit, tu bouges pas, là t'étais assis sur ta chaise en l'occurrence, ça marche très très bien. Mais après, il a fallu attendre quelques temps quand même, quelques mois voire années, avant qu'il y ait vraiment de jeux marquants. En tout cas, nous, on avait déjà amorcé le développement quand ces jeux sont arrivés. Donc c'est pas eux qui ont conditionné en tout cas notre orientation. Les refs, on les avait sur des jeux plus traditionnels, hero shooter à la Overwatch, etc. Valorant, et après des inspirations sur l'univers de jeux un peu plus toujours pareil, des Remember Me, des choses comme ça, où il y a des DA qui nous ont pas mal inspirés à certains niveaux. C'est, on va dire, après je sais plus quelle année il est sorti, mais je pense que ça devait être peut-être 2017 ou 2016 que Superhot est sorti, qui à la base n'était pas un jeu un jeu VR, c'était une game jam, des gars qui ont gagné une game jam, qui ont sorti leur jeu ensuite sur PC. Et dans Superhot, le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros, c'est un shooter, sauf que l'action
est figé. Alors en réalité virtuelle en l'occurrence, ça marche très très bien. Au début sur PC, c'était si tu bougeais la souris en gros que l'action était débloquée. Et donc tu as des ennemis qui t'attaquent en face, qui sont en plus pas spécialement réalistes. C'est des humanoïdes, on va dire, en forme de cristaux, constitués de cristaux. Et en fait, ils ne bougent pas tant que tu ne bouges pas. Donc pour les éliminer, tu es forcément obligé de bouger, mais du coup, eux vont se déplacer. Et en fait, quand ils ont fait le portage en réalité virtuelle, c'est là où vraiment ils ont rencontré un gros succès. Et ce jeu est resté pendant des années plus grosse vente VR, parce que le gameplay utilise vraiment le médium de la réalité virtuelle. Parce que tu joues debout et c'est tout ton corps. Donc dès que tu vas déplacer ta tête ou le contrôleur que tu utilises pour pouvoir attraper les objets ou tirer, donc dès que tu fais un mouvement, l'action se débloque et en plus ces personnages t'attaquent directement, donc tu te retrouves être dans des positions complètement folles, c'est-à-dire à moitié par terre, allongé, ramper au sol, etc. Donc quand tu joues entre amis, c'est très marrant parce que toi t'as le casque et tout le monde te voit te vautrer comme un âne par terre. C'est très rigolo. Mais surtout c'est un des premiers jeux qui exploitait vraiment le fait de dire ok, le contrôleur que permet, en tout cas le contrôleur qui va être le casque et les contrôleurs de jeu, les manettes de jeu, qui sont basés vraiment sur la captation du déplacement du joueur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rendre de la même manière sur PC, et le jeu a pris toute son ampleur en réalité virtuelle, alors qu'à la base c'était un jeu PC. Oui, tout à fait, que j'avais fait sur PC. Le jeu, tu l'avais fait sur PC. Je l'avais fait sur PC. En fait, en plus l'histoire, là, en plus elle est assez sombre, c'est-à-dire qu'en plus on joue un joueur qui met un casque justement et qui va justement se retrouver face à un jeu qui lui demande de jouer de plus en plus. Et donc justement la thématique, elle joue énormément sur l'addiction potentielle, aux jeux vidéo, etc. Puisqu'il y a tout un sujet sur le côté 1984 finalement, sur l'endoctrinement, sur les choses comme ça, avec vraiment des moments un peu méta d'ailleurs sur le jeu. Et effectivement, là où c'est brillant, c'est que comme tu dis, les ennemis c'est des silhouettes rouges. Tout ce qu'on peut ramasser, c'est pas que des armes à feu, c'est des katanas, des bouteilles, des assiettes, des cendriers. Tout ça, c'est en noir. Ce qui fait qu'en fait, vous avez 3 couleurs. Et c'est tout. Et le décor est blanc. Et le décor est blanc. Le décor est blanc. Et c'est assez magique puisque effectivement, tu as ce truc-là de voir les projectiles des balles au fur et à mesure où toi, tu te déplaces petit à petit, tu les vois avancer vers toi. Le côté Matrix, là, c'est-à-dire que là, clairement, comme Neo dans Matrix, on bouge très lentement pour éviter les balles et on est une sorte de bullet time permanent quand on esquive les balles, ce qui est assez jouissif quand même. Assez jouissif. On peut pas trop faire ça dans la vraie vie. Non. Et ça marche très très bien. Ouais. Ça marche vraiment très très bien. Et en plus, alors ça tombait bien parce que leur DA qui est hyper simpliste mais qui marche aussi ultra bien, elle est bien compatible avec les contraintes d'optimisation de la réalité virtuelle aussi. Donc quand ce jeu est sorti là, en plus, au début, où en termes de ressources, il n'y avait pas eu tous les systèmes qui ont été développés après pour améliorer l'affichage sans que ça se fasse au détriment des ressources, tourne super bien. Et surtout, cette dynamique, ce gameplay est extrêmement en fait adapté à la réalité virtuelle et prend vraiment tout son sens. Moi, je n'ai joué qu'à la version réalité virtuelle. Je ne me vois pas du coup jouer à une version PC. Je vois pas ce que ça pourrait m'apporter en fait par rapport en fait à ce jeu qui au départ je pensais était un jeu vraiment fait pour la réalité virtuelle. Quand j'ai appris que c'était l'inverse, je me suis dit waouh, en fait c'est rare quand même parce qu'en général les jeux qui sont simplement portés en VR et qui n'ont pas été pensés pour la VR, c'est rare que ça marche bien dans le sens, je parle pas commercialement, je parle dans le gameplay. Il y a en général ça se sent que ça n'a pas été fait pour la réalité virtuelle quoi. Ouais, complètement. Et d'autant plus que vous voyez en fait à l'époque où vous commencez à mettre au point le côté hero shooter, donc ce côté compétitif où chacun a des pouvoirs très complémentaires. Vous voyez en fait en VR plutôt les expériences, puisque là on parle de Super Hot, mais vous êtes déjà en train de travailler finalement sur votre jeu. À un moment donné, vous vous êtes pas dit tiens en fait on pourrait faire une pause sur ce projet-là et travailler justement sur une expérience interactive entre guillemets plus simple? Ou est-ce que vous étiez en le tout pour le tout Alors je me souviens plus exactement quel a été le cheminement de la réflexion à ce moment, mais ce qui est à peu près sûr, c'est que comme on a commencé à bosser nous de notre côté sur la techno de capture de mouvement, avant qu'il y ait des contrôleurs, on s'est retrouvé assez vite avec finalement ce contrôleur alternatif qui permettait de vraiment de s'incarner à la place du joueur et de se déplacer. Et je pense que il y a eu qu'un pas à faire entre guillemets entre le fait de faire cette techno et de dire on va faire un jeu multijoueur. Parce que
Bon, il y avait plein de choses qui auraient pu mal tourner, mais disons qu'on était vraiment parti dans cette optique de c'est cool, on a son corps, mais en fait maintenant on a envie de voir les autres joueurs aussi avec nous. Donc assez vite, je pense qu'on a basculé sur le côté multijoueur. Et c'est vrai qu'à cette époque, si je fais un petit effort de mémoire, il y avait énormément. Dur pour lui. Si. Désolé, je te vannais, je disais c'est dur pour lui. À cette époque-là, il y avait énormément d'expériences solo en VR. Énormément. Ça pouvait être du narratif, des choses où il fallait manipuler des objets, des escapes, un petit peu. Mais du multijoueur, de mémoire, il y en a qu'un seul qui me vient en tête. Là, c'est une sorte de Pong, un petit peu comme ce jeu très flashy avec, ce film. C'était Spark qui était inspiré de Néon, de Tron, oui, effectivement, sur le côté Néon. Ouais. Et c'est les là, combats de disques. Là maintenant, en fait, c'est le seul jeu en fait auquel je me souviens d'avoir joué en VR et où on pouvait affronter un autre joueur. Alors il y avait peut-être d'autres joueurs, tu pourras peut-être les citer. Mais c'est surtout qu'en plus on avait dans l'état d'esprit, il y avait vraiment ce côté de dire on va pouvoir se déplacer sur des grands espaces pour pas avoir ces problématiques que ce soit de motion sickness ou autre, mais surtout ce côté de dire on a la volonté de créer une nouvelle discipline qui soit hybride entre le sport et le jeu vidéo. Alors on va dire l'e-sport ça existe déjà, sauf que l'e-sport se pratique pas du tout en fait aujourd'hui comme notre jeu, dans lequel physiquement tu es en train de courir dans tous les sens, t'accroupir, etc. Et il y avait quand même dès le départ cette volonté de dire on veut être sur quelque chose de vraiment différenciant et qu'on va pouvoir aussi porter nous en étant une petite équipe, parce qu'il y avait quand même la conscience aiguë du fait que faire un jeu vidéo pour le format on va dire grand public, ça implique quand même beaucoup d'argent. En VR, en plus, au tout début, il y avait quand même énormément d'incertitudes. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont sorti The Valkyrie, par exemple, CCP Games, gros truc, ils ont sorti un AAA beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut avoir à l'esprit que très peu de monde avait des casques. Donc le modèle économique, les premiers pionniers qui ont sorti des jeux en réalité virtuelle ont essuyé les plâtres parce qu'effectivement, tu peux sortir un jeu génial, mais si derrière il n'y a personne qui a un casque de VR, il n'y aura personne pour y jouer. Ouais. Ou pas assez de monde. Donc, et effectivement, en plus, Valkyrie, il y a une espèce de double pari de la part de CCCP, c'est que à la base c'est EVE Online en termes d'univers, qui est un univers gigantesque, un MMORPG qui va reposer essentiellement sur la partie économique, qui va avoir une communauté joueuse qui est extrêmement investie et face à laquelle il est quasiment impossible d'ailleurs d'avancer. C'est-à-dire qu'ils sont capables de saboter le jeu parce qu'ils sont pas d'accord en fait avec l'évolution, la dernière mise à jour, et en même temps ils sont capables en fait de complètement organiser la partie finalement entre les joueurs et joueuses, mais de suite en termes de fédération, en termes de quasiment d'entreprise finalement, à tel point qu'on a des économistes de métier qui surveillent le jeu parce que ça devient un incubateur à idées. Et effectivement, quand ils partent avec EVE Online, EVE Valkyrie plutôt, on est sur un jeu plutôt d'action, on est dans les vaisseaux spatiaux plutôt que de voir son vaisseau spatial, on est directement dedans, et on est sur les batailles spatiales, on est sur un jeu d'action où ils espéraient, je pense, récupérer une partie de la communauté. Mais effectivement, c'était trop tôt. Trop tôt. Comme on dit, il faut pas avoir raison trop tôt. Et les premiers jeux qui ont en plus sorti du multijoueur, là pour le coup, du vrai multijoueur en ligne, se sont aussi cassés les dents parce que le problème, c'est que si vous avez une communauté de joueurs qui est faible et éparpillée dans le monde entier, quand les gens se connectent pour jouer, il y a personne en fait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un jeu a du succès ou pas. S'il n'y a pas de communauté, un jeu en ligne, il est vite plié. Il a beau être très bien. C'est un jeu fait pour jouer à plusieurs. Je suis tout seul, c'est nul. Donc globalement, c'est ce qui a énormément, en tout cas au départ, qui était très très compliqué. Et nous, on avait pris cette voie de dire, on part pas là-dessus parce que déjà en plus, il faut des moyens qu'on n'a pas, et en plus, il va falloir un moment avant que l'évangélisation se fasse. Et on le voit aujourd'hui encore. Alors si on écoutait à l'époque les analystes qui sont les gros spécialistes des prédictions foireuses, ils prédisaient une croissance à 18 chiffres sur la réalité virtuelle en 3 mois, quoi. Alors pour le coup, la réalité virtuelle est en croissance non-stop depuis l'apparition la sortie en tout cas de l'Oculus VR, de l'Oculus Rift.
qui a vraiment relancé la machine, contrairement à ce que beaucoup pourraient dire, parce que tous les 6 mois, on diagnostique la fin de la VR depuis 2016, mais elle est en croissance constante. Sauf que, évidemment, la pente, c'est pas celle que les analystes prévoyaient, c'est pas un truc exponentiel, avec les gens qui se ruent dessus. Ça se fait beaucoup plus lentement que ça, et c'est tiré par des acteurs comme Meta, essentiellement. Ça se fait, mais effectivement, à l'époque, si on avait mis toutes nos billes, pour le coup, je pense que sur un jeu qui devait sortir sur, par exemple, sur plateforme PC, clairement, on serait plus là pour en parler, là, en tout cas en tant qu'entreprise. Mais t'as dit un truc qui était que je trouve qui est très important effectivement dans notre réflexion de l'époque, c'est le côté motion sickness. C'est vrai qu'on était très attaché au fait que les joueurs ne ressentent pas le motion sickness, et du coup, il y a une suite logique d'idées qui se sont enchaînées. C'est pas de motion sickness, donc il faut qu'il se déplace pour de vrai. Il faut qu'il se déplace pour de vrai, donc il faut de l'espace pour se déplacer. Donc, comme il faut de l'espace, on peut pas faire ça à la maison parce que les gens, ils ont pas forcément la place dans leur salon pour faire ça. Donc, faut un lieu dédié où les gens ils puissent venir se déplacer. Mais du coup, si les gens ils viennent tout seuls dans un grand espace, c'est pas non plus rentable pour la personne qui exploite l'espace. Donc, faut qu'il soit plusieurs dans cet espace. Donc, faut que ce soit du jeu multijoueur à minimum, grand minimum 4 jusqu'à plus, beaucoup plus si on peut. Et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on s'est orienté assez rapidement. On s'est posé la question d'ailleurs à un moment donné, je me souviens, est-ce qu'on fait un jeu de type compétition sportive, mais vraiment très un jeu nouveau, hein, mais flagué sport juste en virtuel, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose d'un petit peu plus avec un lore, etc., genre Overwatch. Et la question s'était posée à ce moment-là. Et finalement, on a penché du côté du jeu plutôt genre Overwatch parce qu'on trouvait ça finalement plus sympa et on avait plus d'idées et on avait c'est ce qui nous faisait beaucoup plus triper, quoi. L'idée c'était de se faire aussi plaisir en faisant le jeu et clairement on avait beaucoup plus d'affinité avec ce type de jeu. De dire en gros, l'idée c'est quelque chose sur il y a un aspect vraiment sur lequel on était vraiment accroché et raccord, c'est le fait de dire quitte à utiliser la réalité virtuelle, il faut qu'on fasse des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Si c'est utiliser un casque de réalité virtuelle pour faire quelque chose qu'on peut faire dans la vraie vie, globalement, ça sera toujours mieux dans la vraie vie. Ça sera toujours plus réaliste, mieux fait. Donc on s'est dit tiens, avoir des super pouvoirs c'est quand même cool parce que a priori en tout cas c'est dur d'en avoir aujourd'hui. Hein. Peut-être à l'avenir on sait pas, mais en tout cas on s'est dit qu'on avait le temps devant nous. Et donc il y a toujours eu cet objectif de dire ok, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas parti sur des armes physiques style mitrailleuse classique, etc. On s'est dit c'est quand même plus fun de pouvoir balancer des boules d'énergie, d'incarner la puissance en fait, parce que si vous voulez vraiment de la vraie simu militaire, vous avez effectivement, vous pouvez faire de l'airsoft où vous avez des armes qui sont lourdes, vous prenez des billes, vous sentez l'impact des trucs. Dans des décors, des fois, ils font ça sur des grandes surfaces en plus, des fois dans des hangars militaires, des trucs comme ça. Donc je dis on veut aller sur plutôt un univers, alors n'hésitez, fantastique, SF, au final ça a été la SF, hein, mais en tout cas on voulait des pouvoirs et il y a un univers qui fasse rêver, quoi. Oui, c'est sûr que c'est ce qui a fait rêver quand Overwatch a été annoncé. Et ça a un petit peu chamboulé le côté jeu vidéo, ou encore même aujourd'hui avec les exemples comme malheureusement le fiasco de Concorde, le jeu vidéo. C'est-à-dire que typiquement ça fait rêver le côté d'avoir un personnage, elle se téléporte. Tu vas en avoir un autre qui crée un bouclier et avec son bouclier en fait il peut foncer en avant avec son réacteur. Enfin il y a vraiment une vraie émulsion. Alors que c'est vrai que là, typiquement, F-Valkyrie, on est en 2016. Là, il y a d'autres jeux qui sortent depuis, qui sont marquants pour la VR et qui justement n'ont pas été plus que ça connus du public. Alors celui que j'allais lister, il est connu du public quand même, mais on ne peut pas ne pas le citer pendant cette émission quand même. Donc c'est quand même Half-Life Alyx, qui, outre le fait que tous les gens en tout cas qui ont joué à Half-Life attendaient une suite à Half-Life 2, et surtout personne ne s'attendait à ça. Là ils ont Valve une fois de plus être fort sur le secret, hein. Quand ils ont annoncé Half-Life Alyx, tout le monde était extrêmement surpris que la suite soit en réalité virtuelle. C'était un gros pari quand même aussi, hein, quand ils l'ont sorti, parce qu'il n'y avait pas un volume de casques monstrueux. Bon, en plus ils ont fait fort, c'est-à-dire qu'évidemment ils l'ont annoncé juste avant d'annoncer la sortie de leur casque, le Valve Index, qui a été un gros succès en rapport avec quand même des ventes de casques de l'époque.
qui a été tracté essentiellement par Half-Life Alyx, sachant que le casque coûtait 1000 € et des brouettes, et qui nécessitait un PC de gamer derrière, parce que celui-là c'était un PC qui doit être branché sur un ordinateur. Donc un budget au final conséquent. Alors on pouvait jouer avec n'importe quel autre casque de réalité virtuelle. On n'avait pas de Valve Index, on a pu jouer. Et donc Half-Life Alyx qui aujourd'hui encore, donc là je veux pas te dire de bêtises sur la date de sortie d'Half-Life Alyx, hein, mais c'est 2020. 2020, Ouais. voilà. Ouais, tu vois, ça fait 4 ans quand même, c'est bientôt 5. Ça reste une référence parce qu'ils ont sorti un jeu qui a été donc pour le coup designé pour la réalité virtuelle et non pas un portage. Tiens, allez, on prend Half-Life 2, on fait un mode et youpi. Alors, on va pas dénigrer le travail des modeurs actuellement qui sont en train qui ont permis de jouer Half-Life 2 en VR, en plus repimpé, etc. Gros travail monstrueux derrière. Ouais. Parce que les modeurs, c'est des bénévoles. Oui, oui, tout à fait. La plupart du temps, on est sur des gens qui adorent le jeu et qui vont passer leur temps libre en fait à travailler là-dessus et à juste offrir une nouvelle expérience à la communauté. Et tout à fait, qui ont fait des super taf. Mais c'est vrai que de Valve, tu t'attends quand même un minimum un nouveau jeu au moins. Hein. Tout à fait, oui. Surtout qu'ils en sortent quasiment jamais. Donc forcément, voilà. Là pour le coup, que ce soit en termes de gameplay comme visuellement Half-Life Alyx a posé un jalon en fait à une époque où les gens disaient oui mais les jeux VR c'est moche, c'est pas possible de faire de beaux jeux en VR. Ils ont sorti Half-Life Alyx. Là clairement, il y a eu un avant et un après. Je dis, regardez ce qu'on peut faire en fait en réalité virtuelle sans avoir besoin en plus d'un monstre de guerre pour le faire tourner. C'est mieux, bien sûr, mais avec un PC de gamer, on va dire, de base, ça tourne très bien. C'est magnifique. Et derrière, surtout, vous avez toutes ces mécaniques de jeu basées sur l'utilisation notamment du gant d'Alyx qui a le côté le Gravity Gun mais intégré dans son gant en fait, donc d'attirer les objets à soi. Donc on prend le lore d'Half-Life, on dénature pas l'univers d'Half-Life et on l'utilise intelligemment pour du gameplay, puisqu'évidemment comme Half-Life est fait pour être joué à la maison, dans ce qu'on appelle du room scale, c'est-à-dire dans un espace qui va être l'espace d'une pièce, quelques mètres carrés. Il y a un minimum quand même. Le truc, si vous avez que 2 mètres carrés, vous pourrez pas jouer, quoi. Il faut un petit peu plus. Quoique non, tu peux jouer en assis quand même. Mais si tu joues en mode debout, il te faut quelques mètres carrés. Mais tu vas avoir donc une façon de jouer qui a été calculée pour que ça te paraisse naturel finalement d'aller attirer les objets à toi plutôt que toi de te déplacer tout le temps aux objets. Chose que tu peux faire aussi puisque tu utilisais la téléportation. Mais il y a plein d'astuces dans le jeu qui ont été mises en place, qui sont des vraies leçons en fait gameplay à tous les niveaux. Un truc de base, ils ont tronçonné le jeu de manière, bon, ça rend pas compte évidemment quand on joue, mais ce sont que des mini scénettes en fait dans Half-Life Alyx. T'as rarement en fait un endroit gigantesque dans lequel tu vas te déplacer de bout en bout. C'est des mini scénettes de gameplay en fait. Tu vas devoir résoudre entre guillemets des énigmes pour avancer. C'est toujours le côté shooter, etc. Mais c'est fait intelligemment, ce qui fait que les décors peuvent être magnifiques. Sans complètement éclater la mémoire ou le reste, parce que tu as un chargement de niveau gigantissime. Et tout a été fait intelligemment en gardant à l'esprit l'expérience de jeu du joueur, qui fait que, outre le fait qu'il y a l'univers d'Half-Life qui est ce qui est. Avec ses créatures. Toutes ces créatures sont là, ça marche super bien, ça fait flipper évidemment quand ça doit faire flipper. Ça vous met un coup de boost quand vous battez contre le cartel, parce que vous avez en face en plus des ennemis qui sont intelligents, c'est aussi la force de Valve. Mais là vous êtes en VR, donc du coup vous vous cachez, vous vous accroupissez derrière les éléments du décor. Donc quand vous finissez de jouer à Half-Life, en général vous êtes toujours en sueur et en stress, quoi. Parce que c'est vraiment ils ont exploité jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a certaines scènes où, par exemple, on doit éviter une espèce de monstre. Ils lui ont donné un joli petit nom, j'ai oublié son nom, il a un petit prénom mignon. Oui. Mais en gros, il voit pas, mais il entend. Donc, au moindre bruit, il va se diriger vers toi et te foncer dessus. Tu dois, par exemple, à un moment donné, il y a des vapeurs toxiques que tu dois pas respirer. Pour ça, tu mets ta main sur ta bouche. Mais tu mets vraiment ta main dans le jeu devant ton visage pour le faire. Ce que tu ne peux pas faire sur un jeu PC. T'es en VR, si par exemple tu te tournes et tu fais tomber une bouteille qui était sur une étagère accidentellement, le monstre va te foncer dessus. Ça, c'est pareil, sur un jeu PC, tu peux le faire, d'accord, mais c'est pas ton corps, en fait, tu n'es pas engagé physiquement dans le jeu comme tu l'es là. Et en fait, d'ailleurs, ça a été prouvé dans pas mal d'expériences, quand tu incarnes et quand tu impliques ton corps dans une expérience, en termes d'immersion et de sensations, c'est démultiplié.
Ouais. Et c'est vrai que je crois qu'il s'appelait Yvan ou un truc comme ça, le monstre. Parce qu'au début, en plus, la mécanique, c'est tout un chapitre sur lui. Tout à fait. D'abord, tu vas l'esquiver en comprenant que effectivement, lui, il se fie que à ce qu'il entend. Donc, tu peux récupérer des bouteilles et les jeter au loin. Et il me semble d'ailleurs que t'es dans une cave à vin en plus. T'es dans une distillerie, il y a des bouteilles de partout, donc tu dois attraper certains objets qui sont évidemment, par exemple, dans une caisse sur lesquelles il y a des bouteilles en équilibre. Donc tu dois attraper une bouteille pendant que tu soulèves délicatement, donc ça joue vraiment sur le côté dextérité et patience. Parce que si tu vas comme un gros bourrin, tu fais tomber toutes les bouteilles et t'es mort, parce qu'en plus, le truc, une fois qu'il te fonce dessus, t'as aucune chance d'en réchapper. Ouais. Donc tu recommences. Donc c'est assez... ils ont amené tout un tas d'éléments comme ça qui font que tu vois que de A à Z, ce jeu a été pensé pour la réalité virtuelle et pas juste on va faire un Half-Life et puis on va se déplacer avec un casque, quoi. Oui, mais c'est pour ça que justement en comparaison, quand on regarde d'autres expériences qui sont sorties approximativement à peu près à la même époque, je pense au portage ou au mode, je sais plus exactement, de Skyrim à l'époque, oui, tout à fait. De Fallout 3. La promesse était intéressante, mais les jeux n'ayant pas été faits à la base pour faire de la VR, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était vraiment pas pensé pour faire de la VR. Je prends juste Skyrim par exemple, l'idée de dire ok, je vais incarner mon personnage avec son épée, pouvoir envoyer des boules de feu, des choses comme ça. Le fantasme il est là. En pratique, ça marchait vraiment pas. Parce que soit tu passais ton temps à te téléporter, parce que Skyrim c'est un jeu dans lequel tu te déplaces beaucoup. Oui, c'est vrai. Et à te déplacer. Et lors des combats, c'est quand même assez dynamique aussi. Donc soit t'étais très statique et du coup t'en prenais plein et ça marchait pas, soit tu passais ton temps à te déplacer et ça devenait vite, t'avais envie de vomir. Donc c'était pas adapté. Et je pense aussi notamment à No Man's Sky. Ils ont sorti la version VR de No Man's Sky. Pareil, la promesse était super intéressante. On se dit ok, on va pouvoir se mettre dans son vaisseau spatial. En plus la version flat donnait vraiment l'impression qu'on aurait pu transposer ça en VR assez facilement. Mais là où ça a pêché, à mon avis, pour No Man's Sky, c'est du point de vue de l'UI. Il y a énormément d'interfaces graphiques dans No Man's Sky, des panneaux avec plein de ressources qu'il faut micromanager, etc. Sauf que là, dans le casque de VR, en fait, tout ça, ça prend beaucoup de place. La résolution dans un casque de VR est moins bonne que sur un écran flat. Et donc, du coup, tout est assez illisible. Et on passe beaucoup de temps à devoir essayer de manipuler des éléments d'interface 2D qui sont projetés de façon un peu holographique dans le casque de VR. Mais c'est beaucoup moins pratique que le clavier-souris finalement. Et après, pareil, on retombe dans la même problématique. Comment est-ce qu'on se déplace ? Soit on marche et ça donne envie de vomir, soit on se téléporte et ça brise l'immersion à plusieurs niveaux. Ouais, surtout quand t'es obligé de faire ça sur des kilomètres, quoi. Il y a une tourelle en fait qui se téléporte, mais qui une fois qu'elle est en position tourne autour d'elle pour faire ses actions, puis se retéléporte et tu te balades pas en fait sur le trillion de planètes que No Man's Sky peut proposer. Et comme c'est vite frustrant de juste se téléporter, on est tenté d'activer le mode déplacement libre. Et là, on peut pas jouer très 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 longtemps parce que ça donne envie de vomir. C'est effectivement bien dommage. Effectivement, on aura, je pense, l'occasion de rediscuter des classiques de la VR, parce qu'effectivement, des jeux comme Alix ou comme Super Hot sont quand même assez monstrueux. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin, Damien, pour cette émission et pour ces quelques recommandations, si jamais il y a des gens qui s'intéressent à la réalité virtuelle. Et puis, écoutez, cet épisode touche déjà à sa fin, donc moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à demain. Merci. Merci.